Alors, bonjour tout le monde. Premièrement, je voulais me présenter. Mon nom est Dominique Tremblay. Je travaille pour la compagnie Intuit Canada. C'est une compagnie américaine qui vend globalement des solutions logicielles, des solutions en technologie, en gestion des finances personnelles et finances pour la petite et moyenne entreprise. Vous avez peut-être déjà vu certaines de nos marques de commerce. La première ici, la première Intuit QuickBooks, qui est une solution pour les PME de tenue de livre, donc un genre de petit ERP pour PME. La deuxième solution, Turbo Rapide, anciennement Impôt Rapide, vous l'avez peut-être vu, c'est pour l'impôt des particuliers. C'est présentement chez tous les bons détaillants au Québec, étant donné que c'est le temps de l'impôt pour nous. Une autre solution aussi que je voulais rapidement peut-être parler de la marque de commerce, c'est une application en finances personnelles que vous pouvez downloader gratuitement du App Store ou du Google Store pour la finance des particuliers. Au niveau de Intuit, bien écoutez, on fait beaucoup de publicité, même au Québec. Vous avez peut-être vu la ferme maraîchère, la ferme holistique qui est basée dans le secteur de Sherbrooke. On a aussi Jeannette qui est notre planificatrice de mariage. Et puis, le mois passé, on a fait des annonces au Super Bowl aux États-Unis. Naturellement, on est dans tous les médias sociaux. C'est des solutions en technologie, donc tout ce qui touche l'ère numérique, ce qui nous amène à parler de notre sujet aujourd'hui, la gestion financière à l'ère numérique. Quand on pense à l'ère numérique, on pense à quoi? On pense à avoir nos données en temps réel, nos données qu'on soit n'importe où au travers le monde, n'importe où, n'importe comment, sur n'importe quel device. C'est où on est rendu aujourd'hui. On pense à l'automatisation des tâches pour aller chercher une efficacité. On pense aussi, comme mon prédécesseur parlait, à l'intelligence artificielle. Quand on parle d'intelligence artificielle, c'est des systèmes qui deviennent de plus en plus intelligents, qui utilisent des fonctions cognitives, en fait, à l'intérieur. Et puis, tout ça nous amène à aller chercher des données en temps réel pour prendre des décisions d'affaires. Une autre technologie qu'on entend parler, c'est Chatbot, qui fait partie aussi de l'intelligence artificielle. C'est vraiment comment un agent interagit avec son système, avec la machine, en posant des questions. On a commencé à voir ce type de technologie-là, surtout dans les centres d'appel, mais Intuit utilise cette technologie-là, par exemple, dans QuickBooks en ligne. Justement, une entreprise peut interagir avec son ordinateur, avec son assistant et demander à quel fournisseur je dois de l'argent. Alors, ce sont des technologies qu'utilisent aujourd'hui, que les jeunes entreprises, que les entrepreneurs utilisent. Voici des statistiques intéressantes de l'Amérique du Nord. On a 65 des PME qui utilisent des technologies en info nuagique aujourd'hui. C'est une cadence qui s'accélère si on compare avec la statistique qui était 38 il y a de cela 2 ans. On calcule que dans à peu près 1 an et demi, alors 2020, 80 des entreprises vont utiliser l'info nuagique au niveau des solutions. Une autre statistique très intéressante, c'est l'utilisation des smartphones. Tout le monde a un téléphone intelligent aujourd'hui. 43 des petites entreprises, petites et moyennes entreprises, utilisent son téléphone au niveau des affaires. Envoyer des factures à leurs clients, envoyer des soumissions, les paiements, comme mon prédécesseur de la Banque nationale parlait. Alors, c'est des fonctions d'affaires qui sont utilisées aujourd'hui dans QuickBooks. Et vraiment, la cadence du changement s'accélère si on regarde les statistiques. Ce qui m'amène à parler l'ère numérique toujours, c'est d'avoir les datas en temps réel, d'avoir des données pour prendre justement des décisions d'affaires. C'est beau d'avoir l'automatisation, d'avoir des données, mais nous, on a aussi Intuit, je vous dirais, notre mission principale, c'est de pouvoir donner ces technologies-là aux entreprises, aux jeunes entrepreneurs, mais de s'assurer aussi qu'ils peuvent prendre les bonnes décisions. Et pour ça, très souvent, ça prend un accompagnement de professionnels. Alors, 89 des entreprises, quand sont accompagnées d'un professionnel, donc par exemple un financier, un professionnel de la comptabilité, ont des chances de réussite pour dans les 5 prochaines années. Ça, c'est une statistique qui est très importante,
Ce qui m'amène à vous présenter mon collègue Osvaldo. Osvaldo est de la compagnie Operio, qui est une division de Raymond Chabot Grant Thornton. J'assume que beaucoup d'entre vous connaissent RCGT, qui est la firme numéro 1 en comptabilité et fiscalité au Québec. Alors, Osvaldo, je te laisse. Bonjour à tous. Comme Dominique l'a dit, je m'appelle Osvaldo Vibert. Je suis comptable professionnel agréé et directeur de solutions d'affaires chez Operio. Operio est une filiale de Raymond Chabot qui se spécialise dans la tenue livre à l'ère de l'info nuagique. On va rentrer un peu plus dans le détail de ce qu'est Operio un peu plus tard dans la présentation. Puisqu'on est à l'École des entrepreneurs du Québec, j'essaie de sortir quelques statistiques intéressantes parce que souvent, on entend dans les médias, on a besoin d'entrepreneurs, il faut se lancer en entrepreneuriat, c'est le moteur économique du Québec. Puis on voit sur cette slide-là que depuis les 15 dernières années, il s'est créé en moyenne 130 000 entreprises à travers le pays à chaque année. Par contre, il y a également eu 120 à 125 000 fermetures d'entreprises. Donc, c'est bien beau vouloir ouvrir des entreprises, mais il faut être en mesure de les maintenir, d'avoir une bonne idée des finances d'une entreprise pour la permettre d'opérer de façon adéquate. Donc, sur 10 entreprises qui naissent à travers le pays, après 2 ans, il y en a seulement 7 sur 10 qui sont encore en vie. Donc, 3 sur 10, 30 qui ne survivent pas les 2 premières années. Après 5 ans, le constat est encore plus alarmant, c'est 50 des entreprises qui ne survivent pas. Puis si on poussait encore la statistique encore plus loin, après 10 ans, c'est une entreprise sur 10 seulement qui est encore en activité. Et pourquoi? Bien, la cause numéro 1, c'est une gestion financière déficiente de son entreprise. Donc, la majorité des entreprises ont une idée, on se lance en affaires, on a pensé à quelque chose dans notre garage, puis on se crée un numéro d'entreprise, puis voilà, on est lancé. Mais la survie est beaucoup plus difficile après 2 ans, 5 ans et même 10 ans. Donc, très peu d'entreprises réussissent à atteindre le stade de croissance et même d'hypercroissance. Quand on parle de gestion financière de son entreprise, on peut parler de ratio financier, on peut parler de mesures de performance, d'indicateurs de performance. On parle aussi beaucoup de rentabilité financière, puis de gestion de la trésorerie, gestion du cash flow. Mais qu'est-ce qui est le plus important dans tout ce que je viens de dire? Gestion financière ou la gestion financière de la rentabilité ou de la liquidité, en fait. Puis c'est pour ça qu'on a mis en place 2 cas de figure, puis on va faire participer, on a beaucoup de gens ici pour nous écouter, donc on va faire participer, puis on va avoir un peu votre point de vue par rapport à ces 2 cas. On va faire un petit vote. Donc le premier cas, c'est celui d'Anne-Marie. Anne-Marie, c'est parti d'une petite pâtisserie il y a quelques mois. On connaît ses ventes des 4 premiers mois. 20 000 30 000 45 000 et 60 000 Elle a un coût des marchandises vendues de 60 %, donc elle dégage une marge brute de 40 %. À tous les mois, elle a des frais fixes de 10 000 Et en ce qui a trait au paiement de ses fournisseurs, bien, ses principaux fournisseurs lui accordent 30 jours pour payer ses achats. Puis, ses clients, elle offre à ses clients un délai de 60 jours pour payer suite à la vente. Et au début du démarrage de l'entreprise, il y avait une mise de fonds de 10 000 On va donc regarder comment ces informations-là se reflètent dans les états financiers, donc à l'état des résultats d'Anne-Marie. On remarque, comme je l'ai dit, les ventes de 20 000 pour le premier mois, 12 000 de coût des ventes, ce qui permet de dégager une marge brute de 8 000 notre 40 %, nos frais fixes de 10 000 et donc un bénéfice net négatif de 2 000 après le premier mois, ainsi de suite pour les 4 premiers mois d'activité. On remarque qu'à la fin des 4 premiers mois, Anne-Marie a un bénéfice net de 22 000 Allons maintenant regarder la question de ses liquidités. Donc, on remarque que ces ventes, comme c'est mis en prémisse, sont encaissées seulement 2 mois, 60 jours après la vente. Les ventes du mois 1, 20 000 sont encaissées seulement le mois 3. Les ventes du mois 2, le mois 4, et ainsi de suite. Par contre, le coût des marchandises vendues, donc les achats liés à la vente, directement à la vente, sont déboursés un mois suivant leur achat. Donc, les achats du mois 1 sont déboursés le mois 2 et ainsi de suite. Comment ça se traduit au niveau des liquidités de l'entreprise? On marque qu'à la fin des 4 mois, elle est en négatif 37 000 dans le compte de banque. C'est donc une situation où on voit l'entreprise est rentable, mais il y a un manque au niveau des liquidités. Ça se traduit comment au bilan, donc à l'état de la situation financière de l'entreprise? On remarque que
son total des actifs est supérieur au total de ses passifs. On pourrait donc croire que la situation est quand même bonne. Par contre, l'ensemble des liquidités réside dans les comptes clients qui ne sont pas encore encaissés. On va maintenant regarder le cas de Richard. Richard, c'est parti d'une belle entreprise qui s'appelle La Trotteuse. Il a fait une mise de fonds de 10 000 $ et on connaît également ses ventes pour les 4 premiers mois. Lui, il dégage une marge brute de 30 % comparativement à 40 % pour Anne-Marie. Ses dépenses mensuelles sont de 30 000 $ comparativement à 10 000 $ pour Anne-Marie. Et ses fournisseurs lui accordent 60 jours de délai avant de débourser les montants à payer pour les achats. Et par contre, lui, ses clients lui payent au moment de la vente. On va faire le même exercice qu'on a fait avec Anne-Marie. On va donc regarder à l'état des résultats comment ça se reflète. Le premier mois, 50 000 de ventes, un coût des marchandises vendues de 70 %, donc une marge brute de 15 000 $, 30 % de 50 000 $, les frais fixes de 30 000 $ et un bénéfice net négatif de 15 000 $. On continue comme ça pendant 4 mois. À la fin des 4 mois, on a un bénéfice net cumulé de moins 37 500 $. Comment, par contre, cette situation se reflète au niveau des liquidités? On va le voir à l'instant. On remarque qu'à la fin des 4 mois, il y a des liquidités positives de 88 000 $. Comment on explique cela? C'est avec mes prémices et mes hypothèses de départ. Les ventes sont encaissées le mois même qu'elles ont lieu et les dépenses de 35 000, 42 000, 52 500 sont déboursées 2 mois suite au fait que les dépenses soient encourues. Comment cela se transpose à l'état de la situation financière? On remarque que oui, l'encaisse est positive. Par contre, le montant des comptes fournisseurs est extrêmement élevé, ce qui veut dire que dans un avenir rapproché, il va devoir payer ses fournisseurs, puis il va avoir des problèmes de liquidité pour pouvoir les payer. Il n'y aura pas assez d'argent dans le compte de banque. Maintenant, la question qui tue, c'est qui a la meilleure situation financière au niveau de son entreprise? À main levée, qui pense que c'est notre ami Richard à la gauche? 2 personnes. Excellent. 3 personnes? 3 personnes. Parfait. Qui pense que c'est Anne-Marie? 4 personnes. Un peu plus. Il y en a qui s'abstiennent, il y en a qui ne sont pas sûrs. Donc, la réponse, c'est ni un ni l'autre. Quand on gère son entreprise, il faut à la fois regarder la rentabilité et également la gestion des liquidités. On le voit dans le cas d'Anne-Marie, elle est rentable. C'est une situation de profit sans liquidité. Ce qui va se passer dans un avenir rapproché, par contre, c'est qu'elle n'aura pas assez de liquidité pour payer ses employés, ses fournisseurs. Puis on est tous d'accord ici que si on ne reçoit pas de paie demain matin, il y a de fortes chances qu'on ne rentre pas au travail. Et donc, l'entreprise ferme ses portes. C'est une situation assez fréquente dans les jeunes entreprises. Et la solution, c'est évidemment d'avoir en main ses chiffres, ses états financiers, son bilan, ses états des résultats, un cash flow, en mesure de prévoir la situation et de pouvoir l'indiquer à notre banquier pour lui faire comprendre qu'en ce moment ou dans 2 mois, dans 3 mois, il va manquer de liquidité, mais ce n'est pas un problème que mon entreprise, ma business n'est pas rentable, c'est une situation temporaire. Si on regarde la situation de Richard, lui, c'est une situation également très commune en start-up. On regarde souvent juste le compte de banque. On voit que dans le compte de banque, ça va bien. On est à 88 000 d'encaisse. Tout va bien, mon entreprise fait de l'argent. Par contre, à très court terme, il va y avoir des obligations de fournisseurs, des obligations également gouvernementales parce qu'il faut payer les TPS, TVQ sur ses ventes qui vont entrer en ligne de compte. Et notre ami Richard ici n'aura pas les liquidités nécessaires pour venir respecter ses obligations et il fonce directement dans le mur de l'insolvabilité et de la faillite. Donc, comme je le disais précédemment, il faut à la fois analyser la rentabilité et la gestion des liquidités, ce qui n'est pas toujours évident. Donc, comment éviter le mur? Je l'ai dit précédemment, il faut avoir des chiffres fiables. Souvent, quand on se lance en affaires, on démarre son entreprise, la comptabilité, c'est vu comme une grosse tâche qu'on ne se connaît pas trop. On ne veut pas engager à l'interne un comptable. On voit ça comme un mal nécessaire, puis on délaisse souvent ça. Mais c'est important d'avoir des chiffres pour prendre des décisions. Si je vous dis à tous aujourd'hui, il y a une belle maison à vendre sur la Rive-Sud de Montréal, achetez-la. Est-ce que vous allez l'acheter sur un coup de tête? Absolument pas. Vous allez regarder dans le compte de banque, j'ai combien. Mon hypothèque, c'est quoi mes paiements que je vais faire à chaque mois? C'est un peu la même chose avec des états financiers. C'est quoi ma santé financière aujourd'hui? Puis est-ce qu'elle me permet
d'engager des gens, de développer des nouveaux produits, de développer des nouveaux territoires, de faire grandir ma business, ou il faut que j'attende, ou il faut que je présente ces chiffres-là à la banque et je demande du financement. Là, on a vu dans mes deux cas de figure, on a parlé d'état de la situation financière, de bilan, d'état des résultats, de cash flow. Puis je sais que c'est un langage qui n'est pas nécessairement clair pour tous, donc on va juste prendre le temps de clarifier qu'est-ce qu'un bilan. Un bilan, c'est vraiment une prise de photo de la situation financière de l'entreprise à une date donnée, qui est souvent la date de fin d'année, ou ça peut être aussi qu'on a des états financiers intérimaires, mensuels ou trimestriels, à la fin du mois ou à la fin du trimestre. Ça nous donne une idée de ce que sont les actifs de l'entreprise, donc ce qu'elle possède, de ses passifs, ce qu'elle doit, puis les capitaux propres, donc l'argent qui a été mis comme mise de fonds initiale dans l'entreprise et ce qui est réinvesti dans l'entreprise également. Au niveau de l'état des résultats, c'est vraiment un état qui mesure la performance de l'entreprise, c'est-à-dire ses revenus, ses dépenses, la marge brute, les frais fixes et le résultat net. C'est un état financier qui est très souvent uniquement regardé par les entrepreneurs. On ne regarde pas souvent le bilan ou l'état des flux de trésorerie. C'est une image c'est un état qui est très important pour la performance de l'entreprise. Par contre, il ne faut pas le voir seulement de façon unique. Comme on l'a vu dans le cas d'Anne-Marie, son état des résultats était très beau, elle avait une belle rentabilité, mais son cash flow se portait très mal. Donc, évidemment, on est conscient que dans la salle, puis les gens qui nous écoutent à la maison ou au bureau, ce n'est pas tout le monde qui est comptable, ce n'est pas tout le monde qui est un pro des chiffres, ce n'est pas tout le monde qui a un background financier. C'est pour ça que c'est important de se doter, d'une part, des bons outils. On parle de QuickBooks, on parle d'Operio, des bonnes personnes, des gens avec les bonnes connaissances. Un peu tout le monde peut s'improviser comptable au coin de la rue, mais ce n'est pas tout le monde qui a le titre de CPA. Puis c'est ce qui m'amène à vous parler d'Operio et de ce qu'on essaie de faire avec QuickBooks, dans le fond. Donc, qu'est-ce qu'Operio? C'est un service tridimensionnel qui combine la e-comptabilité, le service croissance et le réseau d'experts de Raymond Chabot, tout ça dans le but de réaliser la promesse Operio. Puis qu'est-ce que la promesse Operio concrètement? Comme on le disait dans la conférence précédente, la mobilité, c'est quelque chose de très important à l'ère numérique. Puis comment on essaye d'aider les entrepreneurs et les PME, c'est en faisant en sorte qu'ils ont accès à leurs données financières en tout temps, que ce soit sur leur téléphone cellulaire, leur tablette, leur ordinateur, et pas que nécessairement leurs données financières soient sur un seul poste de travail disponible à une seule personne. Puis, comment on a réussi à faire ça chez Operio? C'est en devenant partenaire, évidemment, d'un leader mondial comme QuickBooks, mais c'est également en changeant le flux transactionnel des données à l'intérieur d'une entreprise. Je suis sûr qu'il y a plusieurs entrepreneurs qui nous écoutent et qui font de la façon dont je vais expliquer prochainement leur comptabilité, c'est-à-dire on accumule les factures au fur et à mesure que le mois évolue. On met ça dans une belle boîte à chaussures, puis on remet ça à notre comptable. Puis on lui dit, Osvaldo, voici mes factures, je ne comprends rien à la comptabilité, démêle-moi ça, puis remets-moi des états financiers. Ce qui se passe, le mois finit le 31, le comptable fait sa paperasse, un mois et demi après, remet des états financiers à l'entrepreneur. Par contre, on est rendu un mois et demi après la date de fin de mois. Ces données-là sont plus nécessairement pertinentes pour la prise de décision à ce moment-là. Il est déjà peut-être trop tard. C'est pour ça qu'on a changé totalement le flux transactionnel pour permettre à l'entrepreneur d'avoir ces données accessibles, peu importe l'endroit, mises à jour de façon très rapide et surtout avec la qualité Raymond Chabot, la qualité Operio. Donc, voilà un peu comment ça fonctionne. On installe une application de prise de photos sur le téléphone de l'entrepreneur ou d'une personne clé dans l'entreprise. Cette personne prend des photos des factures des fournisseurs. Au fur et à mesure que ces photos sont prises, elles sont dans le nuage, nous sont transmises et nos commis à l'interne vont classer et catégoriser l'information de la bonne manière. Puis c'est facile de dire « Ah, je serais capable de le faire moi-même. Je sais très bien que ma facture d'Hydro-Québec, je dois la classer en électricité. » Par contre, est-ce qu'un achat d'équipement, il faut que je la passe en dépense ou je la mets en immobilisation à l'actif puis je l'amortis sur combien de temps? Ça, c'est ce que nos experts à l'interne chez Operio sont en mesure de faire. Par la suite, une fois que les photos sont prises, nos commis vont analyser toutes les données, les classifier de la bonne façon et pousser ça dans QuickBooks en ligne. Tout ça dans le but, évidemment, de permettre à l'entrepreneur d'avoir ses chiffres mis à jour régulièrement et accessibles partout. À la fin du mois, nos CPA
mois y compris. On fait les écritures de fin de mois, d'ajustement, l'amortissement, les dettes, les régularisations nécessaires. On révise le travail d'état financier au complet et on livre le tout à l'entrepreneur qui reçoit par la suite un appel d'un conseiller qui est vraiment là pour venir lui vulgariser les données. Je l'ai dit tantôt, ce n'est pas tous les entrepreneurs qui sont des gens de la finance ou des comptables. C'est donc important, oui, d'avoir la donnée, d'avoir la bonne donnée, l'avoir bien classifiée, mais c'est important aussi de la comprendre. Sans la compréhension de la donnée ne sert absolument à rien. Donc, avec notre système, notre façon de faire, ce qu'on promet aux clients, c'est de livrer les états financiers mensuels 10 jours ouvrables après la fin du mois. On s'occupe également des rapports de taxes, qui soient mensuels, trimestriels et annuels, un âge des comptes clients, un âge des comptes fournisseurs, évidemment. Tout ça dans le but, réaliser la promesse au Perio, permettre à l'entrepreneur de focusser sur sa business. Il n'y a personne qui va être capable de me convaincre que rentrer des factures dans un GL de façon comptable, ça rapporte nécessairement de l'argent à une entreprise. Un entrepreneur ne devrait pas prendre de son temps pour faire ça. Un entrepreneur devrait prendre de son temps pour développer des nouveaux produits, développer des nouveaux marchés, développer son réseau de contacts, puis développer sa clientèle pour faire grandir sa business. La deuxième sphère de notre offre, j'en ai parlé précédemment, c'est le conseil. Nos conseillers, qui sont tous CPA à l'interne, à la fin de chaque mois, appellent les clients, viennent leur vulgariser l'information financière, puis sont en mesure de faire un peu ce qu'on a fait dans nos deux cas de figure. Oui, on a les chiffres du mois dernier, mais ça va ressembler à quoi dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois? Donc, ils sont en mesure, oui, de regarder le passé, de faire un diagnostic de la situation actuelle, mais de regarder vers l'avant et de dire, OK, on va se faire un budget, on va se faire des prévisions financières. Tu me parles d'expansion, tu me parles d'ouvrir un nouvel entrepôt. Parfait, on va le modéliser, puis on va voir c'est quoi le besoin de fonds. Tu vas arriver avec ça à la banque, tu vas avoir des chiffres solides. Ils vont voir que tu fais affaire avec des professionnels qui est backé par un des plus gros cabinets comptables de la province. Tu vas avoir l'air crédible devant ton banquier. Finalement, la troisième sphère de notre offre, évidemment, Raymond Chabot, Grant Thornton. Plus de 100 bureaux à travers la province, donc on a une proximité une étendue à travers la province. On est proche des petites entreprises. Souvent, le nom Raymond Chabot peut faire penser à grosse boîte, mais on est le cabinet qui est le plus proche des PME. On s'amuse à dire que partout où il y a une station d'essence puis un Tim Hortons, il y a un Raymond Chabot pas très loin. Donc, peu importe vous êtes où à travers la province, il y a un Raymond Chabot qui est près de vous. Et c'est ce qui fait la force également d'Operio, son réseau d'experts. Oui, on parle qu'on vise les petites et moyennes entreprises, mais un jour, ces petites et moyennes entreprises deviennent des leaders de leur industrie, deviennent des leaders provinciales, nationales et même mondiales. Puis on est là pour les accompagner à travers toutes ces phases-là. C'est pour ça qu'on a des experts dans tous les domaines. Fiscalité, évaluation d'entreprise, fusion et acquisition, certification également. Au final, avec Operio, encore une fois, backé par Raymond Chabot, le but, c'est vraiment de permettre à l'entrepreneur de focusser sur les activités à valeur ajoutée de son entreprise. La comptabilité puis l'entrée de données, c'est une activité qui n'est pas à valeur ajoutée. Les gens qui font ça à l'intérieur d'une entreprise peuvent être utilisés à faire des analyses financières plus poussées, à faire de la collection de comptes clients plutôt qu'à l'entrée de données. Et c'est pour ça qu'Operio est là. Révolutionner le monde de la comptabilité, mais également révolutionner le monde des PME et les permettre de rentrer vraiment à l'ère numérique. Donc, voilà pour la présentation d'Operio, QuickBooks Intuit. Si vous avez des questions, on est ouvert à les répondre. C'est la question qui tue. Je vous dirais que ça dépend d'une entreprise à l'autre. Nous, dans le fond, notre modèle de pricing est en fonction du nombre de transactions, évidemment, qui est effectué. Bien, je vous dirais que notre prix d'entrée est de 200 $ par mois. Donc, ça va ça inclut tous les logiciels, ça inclut la formation. C'est extrêmement abordable. Puis, moi-même étant CPA, je vous dirais que si je me partais à mon compte demain matin, facilement, je pourrais charger 90, 100 $ de l'heure, 120 $ de l'heure. Donc, effectivement, c'est très abordable. Non seulement ça inclut les applications de prise de photos, QuickBooks en ligne, ça inclut la livraison d'états financiers aussi, les rapports de taxes, TPS, TVQ. C'est un service modulaire. Ensuite, on peut ajouter également le conseiller qui vous appelle à chaque mois, qui vous fait le conseil, les budgets,
les cash flows. On peut ajouter la paie également. Le but, c'est vraiment de devenir le outsourcing administratif vraiment des entreprises pour plus que ça soit un casse-tête pour les entrepreneurs d'aujourd'hui. La prise en charge de votre tenue de livre est prise au complet? Oui, la tenue de livre, la prise en charge de votre tenue de livre, elle est prise en compte, puis vous avez votre conseiller dédié avec toutes les applications que vous avez besoin. Autre question? J'avais une question. Moi, je suis en train de monter une compagnie alimentaire, mais je suis à l'étape embryonnaire. Parfait. Donc, c'est quand est-ce que j'aurais pu avoir besoin de vous? Ce serait quand? Lorsque je commence à avoir des ventes, lorsque je suis vraiment établie? Alors, la question était, Madame part une entreprise, elle est juste à l'état embryonnaire pour le moment. À quelle période devrait-elle faire affaire avec ce type de service? Je pense que c'est une très bonne question, puis je vais vous ramener un peu à ma première slide, quand on voyait la création d'entreprise puis la fermeture d'entreprise. On voyait que les statistiques, il y avait 130 000 par année de création, 120 125 000 de fermeture d'entreprise. Puis la slide suivante, on voyait le cycle de vie d'une entreprise. Puis, dans mes statistiques, on voyait que 70 des entreprises, après 2 ans, survivent, mais il y a quand même un 30 qui ne survivent pas pendant ces 2 années. Donc, c'est important de bien venir satisfaire le côté comptabilité très rapidement dans son entreprise, très, très tôt, parce que c'est au début de la vie d'une entreprise qu'on fait les plus grandes erreurs. Actuellement, on a plusieurs entreprises dans notre portefeuille qui sont vraiment start-up, qui ont à peine 10, 15, 20 000 de ventes après quelques mois, mais qui décident vraiment de faire affaire avec nous parce qu'ils ont une première expérience où ils ne prenaient pas en compte la comptabilité. Ce n'était pas une priorité. Ils ont frappé le mur, puis là, ils recommencent, mais ils décident dès le départ de venir avec nous. C'est une bonne question. Par contre, je vous demanderais, vos dépenses sont composées de quoi? Est-ce qu'il y a 10 lignes de dépenses, 20 lignes de dépenses? Dans quoi vous dépensez le plus? Pourquoi vous dépensez le plus? C'est des questions que, lorsque les chiffres ne sont pas bien classés, on n'est pas en mesure de répondre. On avait une autre question ici, monsieur. Je vais juste vous donner le micro. 1, 2. Oui, bonjour. Bonjour. M'entendez-vous, là? Oui. Oui. OK. Moi, je voulais savoir, c'est beau le 200, Ouais. mais quand que l'entreprise progresse, Ouais. puis qu'il prend l'expansion Ouais. locale, puis peut-être même mondiale, ben là, les frais, ils augmentent, ça, c'est sûr, là. Les frais vont augmenter, c'est sûr, parce qu'il y a plus de transactions. La complexité est aussi plus grande. Une entreprise qui est locale va avoir une complexité totalement différente d'une entreprise internationale avec plusieurs divisions. Donc, c'est sûr que le prix augmente, mais je vous dirais que la moyenne de nos entreprises clientes, ma tarification est autour de 500-600 $ par mois pour une entreprise qui a à peu près peut-être 2 millions de chiffre d'affaires. Puis qui est international. On a des entreprises, on n'a pas beaucoup d'entreprises internationales, on a beaucoup d'entreprises qui sont locales, on vise beaucoup les PME, donc on a beaucoup d'entreprises provinciales, on a des entreprises aussi qui sont à la largeur du Canada, très peu internationales. C'est surtout un service qui est offert aux PME, dans le fond. Puis en ce qui a trait à Raymond Chabot, Grant Thornton, Ouais. bon, ben eux autres, ils sont internationaux, par contre, je pense, Oui, absolument. Au niveau des affaires. Absolument. Puis c'est notre gros avantage concurrentiel, c'est-à-dire que si une entreprise au Québec décide de faire affaire à l'international, d'ouvrir une division en Espagne, mais on a des partenaires là-bas, on a des bureaux de Grant Thornton là-bas, on va vous mettre en contact avec les gens pour vous soutenir, pour vous aider dans votre croissance. OK, c'est complet. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Est-ce qu'on a Une autre question ici. Dans le cas où c'est quelqu'un qui fait du e-commerce, comment va-t-on intégrer Opério? Excellent. Donc, on a beaucoup d'entreprises qui font du e-commerce. C'est un peu ce qu'il y a de très tendance là, de nos jours. On a des spécialistes TI à l'interne. On a des spécialistes aussi chez Intuit QuickBooks qui sont dans nos bureaux même à Montréal, puis qui s'assurent que l'intégration des différents logiciels puis plateformes se fasse facilement avec Intuit. Absolument. Au niveau d'Intuit QuickBooks, Intuit, c'est la compagnie, QuickBooks, c'est la solution finance que la PME utilise. C'est un écosystème, c'est une plateforme qui est ouverte.
Puis, on a les partenaires, les banques sont connectées. Fait qu'aujourd'hui, vous connectez même vos comptes bancaires, vos cartes de crédit, mais aussi, on a tous des partenaires, que ce soit au niveau des CRM, des PayPal de ce monde. Il y a plusieurs types d'applications et des applications de commerce, de point of sales aussi qui sont connectées dans l'écosystème. Et puis, Operio est là pour vous aider. Ils ont même une ressource qui est spécialisée au niveau technologique, en intégration, qui travaille avec nous là, pour s'assurer de ça. En parlant d'outils intégrés, on a eu une conférence justement ce matin du CRM Centric Ones qui sont venus nous parler là, de l'utilité des CRM et des solutions qu'on a intégrées. Et Centric, justement, est un de nos partenaires dans l'écosystème qui est intégré. Donc, en fait, ce que ça veut dire, un écosystème de partenaires, c'est que l'information est partagée entre les systèmes. C'est vraiment ça. Donc, que ce soit un système d'inventaire, un système de point de vente, votre CRM, les données de votre client sont rentrées. Si vous faites une campagne marketing, c'est vraiment la force d'avoir un écosystème, d'avoir une plateforme qui est un écosystème, en fait. Là. Excellent, merci. D'autres questions? C'est clair. Là, on a du temps, fait que gênez-vous pas, là. En ce qui a trait à toutes les différentes possibilités là, de se faire gérer, autrement dit, bon, ben, c'est-tu un peu comme interrelié un l'autre, dépendant tu sais, comme Operio, ben, c'est une branche, si j'ai bien compris, de Raymond Chabot. C'est ça? Absolument. Là, bon, ben, si, mettons, exemple, que je prends l'autre formation de ce matin que j'ai eue, puis l'autre après, bon, mais si je les associe toutes ensemble, bon, bien, le partage d'informations est. C'était laquelle votre formation ce matin? Bien là, moi, je suis pas bon pour les noms, là. Saint-Antoine était là. C'est ça que je dis, il est intégré aux autres. OK. Oui. Fait que les données rentrent dans les systèmes. Operio, ben, qui est une division de Raymond Chabot, c'est juste que la division de Operio qui ont parti, c'est qu'eux voyaient cette transformation-là dans le marché. Voyaient que les entrepreneurs, puis la nouvelle génération, faut pas se le cacher, la génération des Y, là, comme le monde appelle, ou les jeunes, ça va jusqu'à 30 ans, les milléniaux, je veux dire, sont nés avec presque un téléphone. C'est un téléphone intelligent, tout le monde a ça, mais c'est l'ordinateur qu'aujourd'hui. Ils ont vu cette transformation-là, puis naturellement, faut pas se le cacher, mais en finance, en comptabilité, c'est des secteurs qui étaient plus traditionnels. Ils ont vu la vague s'en aller à dire, écoutez, les gens ont besoin d'avoir leurs données n'importe où, n'importe quand. Il y a des solutions qui existent sur le marché. Capitalisons là-dessus pour justement assister les entreprises, les gens qui se partent en affaires. Parce que attendre d'avoir tes données, d'avoir tes états financiers, d'avoir toute ton information dans 9 mois, il est déjà trop tard. Tu sais, je veux dire, il faut que tu prennes des décisions rapidement. Puis en affaires, ben ça va vite aussi, mais pour ça, ça prend les données. Puis nous, ben chez Intuit, comme je disais, on le sait que les entreprises, il y a quand même un cycle. Il y en a qui survivent, mais il y en a beaucoup qui ne réussissent pas. Ça fait partie de notre mission, nous, de vraiment... On a les solutions, on a les technologies pour aider les entreprises, qui est toutes connectées. C'est des solutions intelligentes, mais d'avoir des spécialistes qui conseillent les entreprises. C'est pour ça qu'on se perd. On fait des partnerships, si vous voulez, avec des firmes là, comme Operio. Fait que c'est vraiment notre vision, puis c'est notre mission. Autrement dit, c'est de ne pas avoir peur, justement, de pouvoir se servir de ces outils-là, parce qu'ils sont là pour nous soutenir, là, autrement dit, à optimiser dans toutes les voies possibles. Si vous êtes sur la route, vous pouvez envoyer une facture, vous êtes sur la route, vous n'attendez pas de revenir le soir pour envoyer la facture à votre client. Là. Vous pouvez l'envoyer direct là, avec votre téléphone quand vous êtes chez le client. T'sais, c'est tout cet aspect-là qu'on est là aujourd'hui. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Puis l'information, automatiquement, est rentrée dans votre système. Fait qu'à tous les jours, vous avez accès. Puis ça prend quelqu'un pour vous aider à interpréter ces données-là. Fait qu'en fait, là, en gros, sommaire, c'est ça. Bien dit. Oui, bonjour. Bonjour. J'aurais bien aimé avoir ce service-là quand j'ai démarré mon entreprise. Jamais trop tard. Est-ce que vous avez déjà assez de recul pour voir si les gens qui font affaire avec vous ont déjà un meilleur taux de survie? Je ne sais pas depuis combien de temps Operio existe, mais ça serait une statistique intéressante comparative. On n'a pas encore assez de recul pour reprendre tes mots. Dans le fond, Operio a été lancé au mois de mai dernier. Donc, ça fait pas encore un an, ça fait presque un an. On a plus de 150 clients, donc ça va très bien.
Ce que je peux dire, c'est que la majorité des clients que moi je desserre, ils voient vraiment la valeur ajoutée, non seulement d'avoir la donnée en tant que telle, l'avoir en temps quasi réel, bien classé, mais surtout le conseil qui vient par après. Parce que c'est bien beau avoir une colonne de chiffres, mais pas être capable de vulgariser ce que ça veut dire. La donnée ne vaut plus rien. Donc, beaucoup de nos clients, pour dire la totalité, valorisent beaucoup cet aspect de notre offre, l'aspect service-conseil. Avez-vous vu la donnée de 89 % tantôt? Ça, c'est Intuit qui fait des sondages. C'est vraiment, quand c'est pairé, une entité, pas avec Opério, c'est avec des professionnels, mais quand une entreprise avec est pairée Opério, ça doit être un peu plus élevé. avec des professionnels en finance, en comptabilité, c'est 89 % que l'entreprise a des chances dans 5 ans d'être encore en affaires. Fait que, sans ça, toi, tu avais les chiffres canadiens, moi, c'est plus nord-américain. Toi, c'était Moi, je disais les chiffres canadiens, dans le fond, que sur 10 entreprises, 3 sur 10 vont mourir après 2 ans d'activité, la moitié après 5 ans, puis après 10 ans, il en reste seulement une. Et toi, c'est canadien. Hein? C'est ça. Fait que ça donne quand même une image, un peu. Ben, merci beaucoup. D'autres questions? Ça fait le tour. Merci. Donc, on va prendre Merci. Oui. Merci à nos conférenciers de nous avoir partagé leurs connaissances. On va prendre Merci à vous.